Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Duel en Terre du Milieu. Un jeu qui est une réimplémentation de Seven Wonders Duel, mais avec la thématique du Seigneur des Anneaux. C'est un jeu évidemment du même duo d'auteurs, donc Bruno Catala et Antoine Boza. C'est un jeu qui vient de Repos Productions en 2024, ça vient tout juste d'arriver en boutique et il est distribué au Canada ici par Asmodée Canada. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu duel pour 2 joueurs uniquement et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être d'emporter la partie par une des 3 façons, soit par la conquête militaire en dominant toutes les régions de la Terre du Milieu, soit en réussissant la quête de l'anneau, ce qui est une espèce de course sur une piste, ou bien en faisant une alliance avec les 6 peuples libres, donc c'est d'amasser des symboles pour les 6 sortes de peuples, et on va remporter la partie immédiatement. Si jamais on n'a pas atteint les conditions de victoire, c'est le joueur qui contrôle le plus de territoire qui va gagner. C'est donc un jeu de duel, de draft de cartes, de construction de tableaux. On a aussi du contrôle de territoire. Donc on a la carte avec une région qui est divisée en différentes régions et on peut avoir des unités qui se promènent sur cette carte-là pour tenter d'avoir la victoire militaire. Donc, duel en Terre du Milieu, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est le premier lundi du mois d'octobre, on va lancer notre concours du lundi pour pouvoir remporter une copie, non pas de Clank, mais de Duel en Terre du Milieu. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table. Et dans le haut de celui-ci, on va aller placer les jetons Alliance. On va les placer par symbole et on va placer ces piles de jetons face cachée dans le haut du plateau central. On va ensuite choisir un joueur qui va incarner la communauté de l'anneau. Il va se faire une réserve avec ses jetons Unité et ses jetons Forteresse. Et il va commencer la partie avec 3 pièces. L'autre joueur, quant à lui, va incarner Sauron, qui aura lui aussi ses unités ainsi que ses jetons Forteresse. Et il va commencer la partie avec 2 pièces. Le joueur qui incarne la communauté va placer 2 unités sur le territoire de Arnor et le joueur qui incarne Sauron va placer 2 unités sur le territoire du Mordor du plateau central. On va assembler la piste de l'anneau et on va ensuite placer le support de plastique de façon à ce que l'emplacement où se trouvent Frodo et Sam soit sur la première case de la 2e tuile du plateau Quête de l'anneau. On va ensuite prendre la figurine du Nazgûl et on va le placer pour qu'il soit à la première case, complètement à gauche de la piste de l'anneau. On va former une pioche avec les tuiles haut lieu et on va révéler les 3 premières tuiles haut lieu face visible sur la table. On va ensuite se faire une réserve avec les jetons pièces et on va aller mélanger les cartes chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 séparément de façon à former 3 pioches de cartes. On va ensuite assembler les cartes du chapitre 1 de façon à former une pyramide de cartes avec des cartes qui seront face visible et des cartes qui seront face cachée. On va suivre le schéma qui est sur le côté de la boîte pour former la pyramide pour le chapitre 1 et on aura un agencement différent pour les chapitres 2 et les chapitres 3 plus tard dans la partie. Donc ici, on aurait la disposition de la pyramide de cartes pour le chapitre 1. Donc on voit qu'on a certaines cartes qui sont face visible à l'intérieur de la pyramide et que certaines cartes seront face cachée. Ces cartes seront révélées lorsqu'il n'y aura plus de cartes par-dessus celles-ci. Donc lorsqu'elles seront libres, on va les révéler automatiquement. On va toujours avoir 3 cartes qui ne sont pas utilisées dans un chapitre. Ces cartes seront placées face cachée dans la défausse. Et c'est le joueur qui incarne Sauron qui débutera la partie. Une partie de duel en terre du milieu se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va soit prendre une tuile haut lieu dans celles qui sont disponibles pour payer le coût et gagner les différents effets, ou bien il va aller prendre une carte qui est disponible dans la pyramide de cartes et il peut faire 2 options avec cette carte, soit de la défausser pour gagner des pièces, ou bien acheter cette carte en payant le coût qui est indiqué au centre de la carte pour pouvoir la placer dans son tableau personnel. Les cartes dans notre tableau vont nous donner différents avantages. Les cartes grises vont nous donner des symboles de compétences qu'on pourra utiliser pour payer le coût des autres cartes qu'on va acheter dans la partie.
Les cartes vertes vont nous donner des symboles d'alliés qui vont nous permettre de créer des alliances et de pouvoir gagner des jetons alliances pour gagner des pouvoirs pour le reste de la partie. C'est aussi une façon de ramasser des symboles pour gagner par la victoire par alliance. On va avoir les cartes rouges qui vont nous permettre d'aller placer des unités sur le plateau central pour tenter d'être présent dans chacune des régions du plateau et de l'emporter de façon militaire. On aura des cartes jaunes qui vont nous donner des pièces. On aura les cartes bleues qui vont nous permettre d'avancer sur la quête de l'anneau. Si jamais Frodon et Sam atteignent le volcan, ils vont gagner la partie. Et si jamais le Nazgûl réussit à rattraper les porteurs de l'anneau, à ce moment-là, c'est Sauron qui va remporter la partie. Et on va continuer à enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on ait joué le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Si pendant la partie, un des joueurs réussit à atteindre une des 3 conditions de victoire, il va gagner automatiquement la partie, soit en étant présent dans toutes les régions du plateau avec des unités ou des forteresses, soit en complétant la quête de l'anneau, ou bien en amassant 6 symboles différents de peuples pour former l'alliance avec les 6 peuples et l'emporter de cette façon. Si jamais à la fin de la partie, lorsqu'on termine le chapitre 3, aucun des joueurs n'a atteint une des 3 conditions de victoire, à ce moment-là, c'est le joueur qui est présent dans le plus de régions du plateau qui va départager l'égalité et l'emporter. À son tour de jeu, un joueur a le choix de 2 actions. Il peut soit aller prendre une des tuiles au lieu qui est disponible et payer le coût de cette tuile pour la placer dans son tableau personnel, ou bien il peut aller choisir une carte dans la pyramide qui est face visible et disponible pour pouvoir l'acheter et la placer dans son tableau personnel ou jeter cette carte pour pouvoir gagner des pièces. Lorsqu'un joueur décide de prendre une carte dans la pyramide, il peut seulement prendre une carte qui est face visible et disponible. Une carte est disponible si elle n'a plus de cartes par-dessus celle-ci. Donc le joueur ne pourrait pas choisir les cartes qui sont ici au centre ou les cartes qui sont en haut puisqu'elles sont recouvertes par d'autres cartes. Elles ne sont donc pas disponibles pour l'instant. Donc présentement avec cette pyramide, le joueur a le choix des 6 cartes qui sont dans le bas de la pyramide qui elles sont disponibles parce qu'aucune carte se retrouve par-dessus elle. Lorsqu'un joueur choisit une carte, il a 2 options. Il peut décider de choisir n'importe quelle carte et de la défausser tout simplement pour pouvoir gagner des pièces égales au numéro du chapitre. Donc ici, on est dans le chapitre 1. À ce moment-là, le joueur gagnerait une pièce en défaussant cette carte. Le joueur suivant pourrait décider de prendre la carte grise qui est ici. Il va d'abord payer son coût. Il n'y a pas de coût puisqu'il n'y a rien indiqué au milieu de la carte. Donc cette carte est gratuite. Donc le joueur va simplement la prendre et aller la placer dans son tableau personnel. Lorsqu'une carte devient disponible, qu'il n'y a plus de carte par-dessus et qu'elle est face cachée, à ce moment-là, on va retourner cette carte face visible automatiquement. Elle sera donc disponible pour le prochain joueur. Les cartes grises ont des symboles de compétences et lorsqu'un joueur possède des symboles de compétences dans son tableau personnel, cela lui donne ses compétences et il peut donc les utiliser pour payer les coûts des cartes qu'il veut acheter qui se trouvent dans la pyramide de cartes. Chacune de nos cartes grises de compétences peut être utilisée une seule fois à chacun de nos tours de jeu. Donc le joueur suivant pourrait décider de prendre la carte grise qui est ici avec ce symbole de compétence et la placer dans son tableau personnel. Le joueur suivant voudrait acheter la carte ici avec Legolas. Il n'a pas le symbole de compétence du livre pour payer le coût. À ce moment-là, le joueur peut payer une compensation de 1 pièce d'or par symbole compétence qu'il ne possède pas sur le coût de la carte. Donc en payant 1 pièce d'or, il pourra acheter cette carte et la placer dans son tableau personnel. En achetant cette carte, on va révéler la carte qui est ici puisqu'elle est maintenant disponible. Il n'y a plus de carte par-dessus. On la retourne donc face visible. L'autre joueur pourrait décider d'acheter la carte ici avec Gimli. Donc c'est une carte qui doit avoir ce symbole de compétence. Il l'a pris au dernier tour de jeu, donc il n'a pas à payer le coût. Il va simplement utiliser son symbole de compétence et gagner cette carte à les placer dans son tableau personnel. Par la suite, on va retourner la carte qui est ici face visible puisqu'il n'y a plus de carte par-dessus. Regardons maintenant les effets des différents types de cartes qu'on peut différencier par les différentes couleurs. Donc, premièrement, les cartes grises sont les cartes de compétences. Elles vont donc nous donner des symboles de compétences qui vont nous aider à payer le coût des cartes qu'on va acheter dans la pyramide. Et à chaque fois qu'on va acheter une carte et qu'on n'a pas assez de symboles compétences, on devra payer 1 pièce par symbole manquant. Chacun de nos symboles de compétences peut être utilisé une fois à chacun de nos tours. Les cartes vertes vont nous donner des symboles des factions alliées, donc chaque symbole différent représente une faction différente, et si jamais un joueur accumule les 6 symboles des factions, il va remporter immédiatement la partie en ayant formé une alliance avec les 6 peuples libres. Les cartes jaunes sont des cartes qui vont nous donner simplement des pièces, selon le montant qui est indiqué sur la carte, donc en jouant à cette carte jaune, je vais gagner 2 pièces.
Les cartes bleues sont les cartes qui vont nous faire progresser sur la quête de l'anneau. Donc, pour chaque symbole d'anneau sur la carte, on va avancer de 1 sur notre quête de l'anneau. Si on est les joueurs de la communauté de l'anneau, on va avancer la structure de plastique d'une case pour faire progresser ici les porteurs de l'anneau sur leur piste. Si c'est le joueur qui incarne Sauron qui joue une carte avec un symbole anneau, à la place, il va avancer le jeton de Nazgûl d'une case sur sa piste. Plus tard dans la partie, il y aura des cartes avec plusieurs symboles d'anneau. Donc ici, en gagnant cette carte, je vais avancer de 2 sur ma quête de l'anneau, puisqu'il y a 2 symboles d'anneau. Donc ici, j'avancerai les porteurs de 2 cases. On voit que j'arrive sur une case qui a un bonus d'une pièce. À ce moment-là, je vais gagner immédiatement ce bonus. Et on retrouve d'autres types de bonus sur cette piste. On aura ici un bonus qui nous permettra de placer une unité sur n'importe quel territoire du plateau central. Le bonus ici avec la flèche va nous permettre de rejouer immédiatement un nouveau tour de jeu. Et le bonus ici va nous permettre de détruire une forteresse de notre adversaire sur le plateau principal. Si jamais on réussit avec les porteurs de l'anneau à atteindre la dernière case de la quête de l'anneau, à ce moment-là, le joueur de la communauté va remporter la partie. On retrouve les mêmes bonus sur la piste pour le Nazgûl, donc le joueur qui incarne Sauron. Et s'il réussit à rattraper les porteurs de l'anneau, à ce moment-là, c'est Sauron qui va gagner immédiatement la partie. Les cartes rouges sont des cartes militaires qui vont nous permettre de placer des unités sur le plateau central. Lorsque je vais jouer cette carte, je vais pouvoir placer le nombre d'unités indiquées sur la carte sur un des 2 territoires qui est sur la carte. Donc ici, je peux placer une unité, soit sur le territoire qu'est cette bannière-là ou celui-ci, donc soit à cet endroit-là ou cet endroit-là. Et je vais choisir de le placer ici, par exemple. Donc je vais aller placer un de mes jetons d'unité à cet endroit. Plus tard dans la partie, on aura des cartes militaires qui auront plusieurs unités à la fois qu'on va pouvoir placer. Donc ici, on peut placer 2 unités, mais je dois choisir une des 2 régions et placer mes 2 unités dans la même région. Donc je peux aller dans la région qui est ici ou dans la région du Mordor. Donc je pourrais décider de placer mes 2 unités dans le Rohan. Dans le chapitre 3, on aura aussi des cartes spéciales mauves qui nous donneront des symboles de déplacement qui nous permettront de nous déplacer sur le plateau avec nos unités. Donc avec cette carte, j'ai 3 symboles de déplacement. Je peux donc faire 3 déplacements avec mes unités et on doit suivre les lignes de connexion qui sont sur le plateau pour déplacer nos unités. Avec mon premier déplacement, je pourrais déplacer une unité du Rohan vers le Mordor. À ce moment-là, on entre en conflit avec notre adversaire et on va tout simplement retirer une unité de chaque joueur pour mettre fin au conflit. Après ça, je pourrais faire mon deuxième déplacement avec une unité au Mordor. On va encore une fois engendrer un conflit. On va retirer une unité chacun. Et mon troisième déplacement, je pourrais décider de m'en aller ici avec une unité. On aura aussi des cartes mauves qui auront des symboles pour enlever des pièces à notre adversaire et lui détruire des unités sur le plateau principal dans la région de notre choix. On retrouve aussi des symboles de chaînage dans le coin supérieur droit des cartes. Ces symboles vont représenter des chaînages possibles avec des cartes des chapitres suivants qu'on pourra obtenir gratuitement sans payer leur coût s'ils ont ce symbole de chaînage à quelque part dans le coût de la carte. Par exemple, je pourrais obtenir la carte suivante. C'est une carte qui va me coûter ces 3 ressources de compétences. J'ai seulement une des 3 ressources de compétences, donc normalement, ça me coûterait 2 pièces pour pouvoir acheter cette carte. Mais dans son coût, on voit qu'il y a aussi le symbole de chaînage de la harpe. Donc si je possède le symbole de la harpe, c'est le cas avec cette carte, à ce moment-là, je peux l'acheter gratuitement sans payer les compétences. Lorsqu'on obtient 2 fois le même symbole sur nos cartes vertes, on va pouvoir gagner un jeton d'alliance qui va nous donner un pouvoir pour le reste de la partie. Donc ici, on va aller révéler les 2 premiers jetons qui ont le symbole de la potion. Ce sont la faction des elfes. Donc on va retourner face visible 2 jetons. Et on va choisir un de ces 2 jetons qu'on va gagner immédiatement. Pour le jeton qui est ici, ça va me donner un symbole de compétence de mon choix à chaque tour de jeu. Et pour ce jeton, je vais rejouer un tour de jeu à chaque fois que je vais jouer une carte jaune dans mon tableau personnel. Je vais décider de prendre le jeton qui est ici. Je vais donc le placer dans ma zone de jeu. Et le jeton que je n'ai pas choisi sera replacé face cachée sur le dessus de cette pile. La première fois dans la partie qu'on va obtenir 3 symboles différents sur nos cartes vertes. Donc ici, j'ai le marteau des nains, la potion des elfes et la pipe de Gandalf. Donc j'ai 3 symboles différents. À ce moment-là, je vais aussi gagner un jeton d'alliance. Dans ce cas-ci, on va retourner le premier jeton de ces 3 factions. Donc ici, le premier jeton des nains. On va ensuite prendre le premier jeton des elfes et le premier jeton ici. Donc je vais pouvoir choisir un de ces 3 jetons.
Pour le jeton qui est ici, à chaque fois que je vais acquérir une tuile au lieu, je vais rejouer un autre tour de jeu. Celui-ci, on le connaît déjà, c'est quand on joue une carte jaune qu'on va rejouer un tour de jeu. Et pour le jeton qui est ici, à chaque fois qu'on va gagner une carte par chaînage, on va gagner 3 pièces. Je vais donc choisir le jeton qui est ici, je vais le placer dans ma zone de jeu et les deux autres jetons seront replacés face cachée sur leurs piles respectives. À notre tour de jeu, si on ne veut pas prendre une carte dans la pyramide de cartes, on peut décider d'acheter une des tuiles au lieu qui est face visible. Pour ce faire, on devra payer son coût en compétences et pour chaque symbole de compétence qu'on ne possède pas, on devra payer une pièce d'or. De plus, on devra payer une pièce d'or pour chaque forteresse qu'on a déjà sur le plateau principal comme pénalité pour acheter une tuile au lieu. Pour l'instant, je n'ai aucune forteresse, donc la pénalité est de 0. J'ai seulement à payer les différentes compétences. Donc ici, j'ai 3 cœurs, j'ai ça dans mes réserves. 2 couronnes, je peux en prendre une ici, puis une avec mon jeton spécial. Et finalement, je n'ai pas de livre, donc ça me coûterait au final une pièce pour pouvoir acheter la tuile au lieu et la placer dans ma zone de jeu. On va ensuite gagner son effet. Chaque tuile au lieu va nous permettre de placer un jeton forteresse dans une région précise du plateau. Donc ici, c'est au Mordor. Donc le joueur va aller placer son jeton forteresse au Mordor. Et ensuite, l'effet de cette tuile va me permettre d'aller dans la défausse et d'aller acheter n'importe quelle carte gratuitement dans la défausse et de la construire. Donc je pourrais décider, par exemple, de placer une carte rouge qui me permettrait d'aller placer une unité dans une de ces deux régions. Je pourrais placer une unité à cet endroit-là. Et de plus, comme je viens d'acheter une tuile au lieu et que j'ai le pouvoir qui me permet de rejoindre au tour de jeu, donc ça serait encore à moi de jouer mon tour. Et on ne remplace pas la tuile au lieu qu'on vient d'acheter, on va seulement en replacer des nouvelles lorsqu'on va commencer le chapitre suivant. Et on va continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on ait pris toutes les cartes qui sont dans la pyramide pour mettre fin au chapitre 1. À la fin d'un chapitre, si les joueurs ont acheté des tuiles au lieu, à ce moment-là, on va révéler des tuiles pour qu'il y en ait 3 faces visibles pour commencer le prochain chapitre. Lorsqu'un joueur termine un chapitre, on va faire la mise en place pour le chapitre suivant. Donc ici, on va installer les cartes du chapitre 2 selon la pyramide de cartes de ce chapitre. Et c'est le joueur suivant qui va commencer le nouveau chapitre. Donc si c'est Sauron qui a pris le dernier tour de jeu dans le chapitre 1, c'est le joueur de la communauté qui va commencer le chapitre 2. Et à la fin du chapitre 2, on va installer la pyramide de cartes pour le chapitre 3, selon le schéma du chapitre 3. Et encore une fois, le joueur qui a terminé le chapitre 2, c'est son adversaire qui va commencer le chapitre 3. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un des joueurs atteigne une des 3 conditions de victoire. Si jamais un joueur est présent dans les 7 régions du plateau principal, à ce moment-là, ce joueur va gagner par domination. Donc ici, le joueur de la communauté de l'anneau est présent soit avec une forteresse, soit avec des unités dans toutes les régions. Il remporterait immédiatement la partie. Si jamais on gagne par la quête de l'anneau, donc si les porteurs de l'anneau atteignent la montagne du destin, ils vont remporter la partie. Si le Nazgûl atteint les porteurs de l'anneau, c'est Sauron qui va gagner la partie. Ou si un joueur réussit à former une alliance avec les 6 peuples libres, donc si un joueur réussit à accumuler les 6 symboles sur ses cartes vertes, il va gagner immédiatement la partie. On a le jeton d'alliance, qui est le symbole de la plume, qui va compter comme un des 6 symboles. Donc c'est une façon d'atteindre cette victoire plus facilement. Et si jamais on atteint la fin du chapitre 3 et qu'aucun joueur n'a déclenché une des conditions de victoire, à ce moment-là, c'est le joueur qui est le présent dans le plus de régions du plateau central qui va l'emporter. Si jamais c'est une égalité, à ce moment-là, la victoire sera partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Duel en Terre du Milieu. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Duel en Terre du Milieu? Premièrement, regardons les côtés positifs. Je suis un très grand fan de Seven Wonders Duel à la base. Ça a déjà été mon 2e jeu favori de tous les temps. Donc c'est un jeu que j'adore, c'est mon jeu de duel favori. Fait que j'étais content de voir qu'on allait avec ce système-là que j'aime déjà beaucoup, puis qu'on allait essayer de le mettre à la sauce du Seigneur des Anneaux. Donc premièrement, on est allé chercher un excellent artiste en Vincent Dutray qui fait de magnifiques illustrations. Donc les cartes sont super belles, les personnages on revoit les personnages de cette trilogie-là de films qu'on adore. Donc vraiment un bel effet visuel de Dutray, ça fait différent de tous les jeux du Seigneur des Anneaux. Ça donne un style un peu plus coloré, je trouve, fait que ça fait vraiment quelque chose de le fun et puis de différent qu'on n'est pas habitué, mais qui est quand même très beau.
Sinon, pour les composantes, vraiment très cool, les composantes de bois, les petites forteresses, les petites unités avec des meeples qui sont gravés. Non, non, ce ne sont pas des collants, inquiétez-vous pas. Je n'ai pas ragé, donc c'est vraiment tout fait comme ça. C'est déjà tout prêt dans la boîte. Fait que c'est magnifique. Toutes les composantes qui sont en carton aussi, c'est de la bonne qualité. Fait que dans son ensemble, la production est intéressante aussi avec l'espèce de morceau de plastique pour la piste de l'anneau, parce que dans le fond, le Nazgul il est par-dessus, fait qu'il va pouvoir avancer en même temps que les porteurs de l'anneau avancent. Fait que ça fonctionne quand même bien, c'est quand même solide tout ça. Fait que c'est vraiment une belle production dans son ensemble. Si on regarde le gameplay, évidemment, il faut faire des comparaisons avec Seven Wonders Duel. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, les grosses différences, la première, c'est qu'il n'y a plus de points. Donc, il n'y a plus de cartes qui vont donner des points de victoire. Donc, ce n'est plus une façon de gagner les points de victoire. On a aussi diminué le côté économique du jeu. On a simplifié la gestion des ressources. Dans Seven Wonders Duel, on a un petit aspect de guerre économique parce que si on a beaucoup d'une ressource, quand l'autre joueur veut acheter cette ressource-là et qu'il ne l'a pas, il doit payer plus cher. Donc pour chaque icône que nous on l'a, ça va augmenter le coût que notre adversaire va devoir l'acheter parce qu'on contrôle le marché. Fait qu'on a vraiment enlevé toute cette dynamique-là de guerre économique. Elle est enlevée puis elle est vraiment simplifiée. Maintenant, c'est déjà des icônes de compétences, puis quand on les a pas, ben c'est simplement une pièce par icône qui nous manque pour pouvoir acheter une carte tout simplement. Peu importe ce que l'autre a de son côté, c'est plus vraiment important. Fait que ça, c'est vraiment une différence majeure avec Seven Wonders Duel. Sinon, on a ajouté un aspect contrôle de territoire sur le plateau avec les unités, les forteresses qu'on peut placer. Une nouvelle façon de gagner aussi, qui remplace un peu la façon de gagner avec les points. Parce qu'au final, à la fin, si on n'a pas déclenché aucune des façons, c'est celui qui contrôle le plus de territoire qui gagne. Fait que ça vient un peu remplacer les points de victoire en quelque sorte, là, d'avoir les territoires. Puis on va avoir les cartes rouges qui nous permettent de mettre des unités. On va avoir les cartes mauves qui remplacent les guildes, qui au lieu de faire des points selon ce que les autres ont fait ou selon ce que la ville la plus développée fait dans un certain aspect, ben c'est simplement des déplacements militaires ou de tuer des unités à l'autre qui enlever de l'argent. Fait que ça vient amplifier le côté contrôle de territoire avec les cartes de guildes. On a aussi les tuiles haut lieu remplacent un peu les merveilles de Seven Wonders Duel. Donc le fait que les merveilles sont communes aux joueurs. Donc on a des tuiles haut lieu qui sont face visible. Puis à ton tour, tu peux décider d'en acheter une si tu es capable de payer le coût. Puis c'est ça qui te permet de placer une forteresse. Une forteresse, c'est parce que ça donne une présence dans un territoire, peu importe qui est là par la suite. Fait que c'est une présence assurée. Fait que c'est quand même intéressant d'aller les chercher. Leurs pouvoirs sont intéressants aussi. Puis les tuiles haut lieu, c'est le fun parce que des fois, justement, dans la pyramide de cartes, tu veux pas nécessairement prendre la carte qui est là puis dévoiler des cartes à l'autre pour lui laisser le choix de bonne carte qu'il est en train de chercher. Tu peux décider de ralentir le tempo en allant placer des tuiles haut lieu justement pour forcer ton adversaire à lui aller chercher une carte puis se commettre. Les cartes vertes remplacent les cartes scientifiques, fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, si on en a des pareils, on va aller chercher un jeton d'alliance. Si on en a 3 différentes, on va aller chercher un jeton d'alliance aussi. Les habiletés des jetons alliance sont vraiment le fun aussi. Ils sont un peu inspirés de ce qui se faisait dans Seven Wonders, mais on a aussi intégré des affaires qui se faisaient dans Seven Wonders Architect. On a comme mergé différents effets pour ces jetons-là. Fait que je les trouve vraiment intéressants aussi. Fait que c'est le fun d'aller le chercher ça. Ça peut nous donner justement un avantage dans une certaine partie du jeu. Fait que ça aussi, c'est une partie qui est intéressante. J'aime toujours la façon de remporter une partie dans ce jeu-là. On ne sait jamais par où on va essayer de gagner. Puis c'est un jeu qu'il faut s'ajuster constamment à ce que l'autre fait parce que je peux pas laisser l'autre prendre toutes les cartes vertes parce que là, il va essayer de gagner comme ça. Je peux pas le laisser prendre toutes les cartes bleues parce qu'il va remporter la course sur la piste de l'anneau. Je peux pas lui laisser toutes les cartes rouges parce qu'il va contrôler la map. Fait que vraiment, c'est un jeu qu'il faut vraiment s'adapter à ce qui se passe. C'est de s'adapter aussi à ce que l'autre peut payer, quelles cartes sont disponibles présentement. Fait que contrôler un peu, essayer de se mettre dans la tête de l'adversaire. Si je prends cette carte-là, ok, ça libère celle-là elle l'intéresse sûrement, mais là, ok, je vais aller chercher telle autre carte à la place, ou je vais ralentir le tempo, je vais aller acheter une tuile au lieu. Ben, après, ça va me prendre beaucoup de mes ressources. Fait qu'après, c'est peut-être moi qui vais être pogné, puis que l'autre va pouvoir contrôler un peu plus ce que je vais pouvoir acheter. Fait que c'est tout le temps le fun de lire le jeu dans ce type de jeu-là. Donc, le système Seven Wonders Duel, je l'adore. Puis encore une fois, il est très bien utilisé dans Duel en terre du milieu. Un livre de règles qui est d'une clarté vraiment exemplaire, donc vraiment très bien construit, très facile à lire, très bien expliqué. Puis on a une belle feuille aide de jeu avec toutes les habiletés justement des jetons d'alliance qu'on peut gagner. Puis l'autre côté, les tuiles au lieu, donc les effets qu'on met en même temps que nos forteresses. Puis différents symboles en haut qu'on peut retrouver sur la quête de l'anneau. Fait que bref, c'est facile de trouver des symboles si on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. L'iconographie est vraiment bien bâtie aussi à l'intérieur du jeu. Et évidemment, le système de draft avec les pyramides de cartes, je trouve ça que
c'est vraiment le fun, le fait qu'il y ait des cartes qui soient révélées, des cartes qui soient cachées. Puis c'est vraiment un petit jeu de chat à la souris. On veut pas nécessairement tout le temps révéler 2 cartes un coup à notre adversaire pour lui donner le choix de bonnes cartes. Fait que c'est vraiment tout le temps tendu cette partie-là sur le draft avec les pyramides de cartes. Fait que ça, c'est un système que j'adore. Je suis content de voir qu'ils ont continué à l'utiliser. Pour les côtés négatifs, pour le matériel, la qualité des cartes, honnêtement, elle est très très faible. Donc vraiment des cartes cheap, malheureusement. L'insert est quand même cool pour ranger tout le stock à l'intérieur, mais c'est un insert qui est semi-pratique dans le sens qu'une fois que tout est rangé, si je mets ma boîte debout, tout va tomber puis ça ne tiendra pas en place. Il n'y a pas rien qu'on met par-dessus vraiment qui tient tout ça en place. Fait que c'est un peu dommage parce qu'il est bien placé puis il est fait en matériaux recyclables aussi. Mais bon, pas super pratique pour ça. Sinon, pour le côté visuel, il y a certaines cartes que justement on aurait utilisé le même dessin tout le temps. Fait que ça, je trouve ça un peu plate. Exemple, toutes les cartes bleues dans le chapitre 1, c'est le même dessin de Gollum. Toutes les cartes bleues dans le chapitre 2, c'est le même dessin de Gollum, puis etc. Il y a certains types de cartes que c'est des visuels tous différents. Fait que ça, c'est le fun parce que ça nous montre des personnages de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça nous montre des scènes de combat avec les cartes rouges. On voit le troll, le balrog. Donc, on revoit des scènes dans notre tête. Fait que je trouve ça le fun quand on prend le temps de faire des visuels qui sont différents pour chacune des cartes. Fait qu'il y a eu un petit peu de paresse sur certains types de cartes, dont les cartes bleues, puis je pense les cartes de ressources aussi, les cartes jaunes aussi, même affaire, une carte par un visuel différent par chapitre. Fait que ça, c'est un peu dommage. Sinon, dans les changements qui ont été faits par rapport à Seven Wonders, celui que j'aime le moins, je trouve, c'est la piste de l'anneau versus la piste militaire de Seven Wonders Duel, qui était vraiment un souk à la corde, donc c'était une seule piste, puis quand on jouait des cartes militaires, ben, on emmenait le jeton de notre côté pour essayer de gagner de cette façon-là. Fait que c'était vraiment un souk à la corde, le jeton se bougeait d'un bord et de l'autre, puis c'était vraiment tendu, vraiment le fun. Là, on est allé vraiment sur une piste plus de style course, parce que dans le fond, quand le porteur de l'anneau avance, il fait avancer le morceau de plastique, fait qu'il fait avancer le Nazgûl avec lui. Fait que dans le fond, tu distances jamais le Nazgûl. Fait que c'est vraiment une course, celui qui est capable de finir sa piste en premier. Puis les deux pistes sont carrément identiques aussi. Fait que ça, on aurait pu essayer de mettre justement des bonus différents d'un côté ou de l'autre pour mettre une petite asymétrie dans la saveur du jeu. Le fait que Sauron n'ait pas nécessairement les mêmes bonus que la communauté de l'anneau. Fait que je pense qu'on aurait pu essayer de faire de quoi de différent. Je sais que c'est plus facile pour le balancing du jeu de mettre deux pistes qui sont identiques. Mais bon, je trouve que c'est une petite opportunité manquée. Puis je trouve moins le fun de faire une course comme ça que d'avoir un système de souk à la corde que j'aimais mieux dans Seven Wonders Duel. Somme toute, Duel en terre du milieu, j'ai pas le choix d'y donner une note de A+. C'est un excellent jeu qui bâtissait déjà sur un excellent jeu qui était Seven Wonders Duel. Donc, il a vraiment bien réutilisé tous ces systèmes-là. Donc, le draft tendu avec les pyramides de cartes, les façons différentes de pouvoir gagner la partie avec les différentes avenues. Là, on a l'avenue de faire les alliances, l'avenue de conquérir le territoire, de faire la piste de l'anneau. Fait que c'est vraiment un système qui est vraiment le fun, qui est encore une fois bien utilisé. Puis je pense que sa plus grande force, c'est probablement qu'il a été simplifié. Donc, ils ont enlevé le petit côté fiddly de l'économie de Seven Wonders Duel. Là. Donc, le fait que si je contrôle telle ressource, toi, tu la payes plus cher. Fait qu'on a tout le temps à faire des petits comptages mathématiques. Fait que là, ces comptages-là n'existent plus. Fait que c'est vraiment plus simple, plus aéré, plus accessible. Mais on garde tout le côté tendu, tout le côté stratégique est encore tout là. Fait que, tu sais, c'est juste des changements, je pense, qui sont bénéfiques. Puis qui vont faire que ce jeu-là va être justement plus disponible. Puis les gens vont être un peu plus attirés peut-être par une thématique de Seigneur des Anneaux qu'une thématique de Grèce antique assez générique qu'il y avait dans Seven Wonders Duel. Fait que pour vrai, c'est une très très bonne adaptation d'un jeu qui était déjà excellent, mais c'est encore une fois une adaptation qui est excellente. Est-ce que vous avez besoin d'avoir les deux à la maison? Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est quand même 80-85% le même système de jeu. Fait que allez-y avec celui que vous aimez mieux, allez-y avec le thème que vous préférez. Si vous devez choisir entre un ou l'autre, entre Seven Wonders Duel ou Duel en terre du milieu, ça reste deux excellentes options pour avoir un super bon jeu stratégique à deux joueurs qui va se jouer en à peu près 30-40 minutes. Fait que c'est toujours un style de jeu qui est super le fun. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2024, dans lequel vous pourriez gagner une boîte de Duel en terre du milieu. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois précédent. C'était le jeu Sparks qui était à gagner, un jeu qu'on a ramené de Gen Con, un petit jeu d'engine building avec des robots. Et la gagnante pour Sparks, il s'agit de Mélanie Galvani. Donc, félicitations Mélanie, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu.
pour ce mois-ci, pour participer au concours, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour. Et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$ par mois, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre personnage favori dans l'univers du Seigneur des Anneaux? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Et donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels. Ça vous donne aussi accès à notre serveur Discord et peut-être des événements aussi VIP qui s'en viennent à l'automne. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.